Bonsoir à tous, je suis bien contente qu'il y ait autant de monde. Pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière, vous avez déjà dû voir Babette. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc c'est Babette Ladret, c'est la nièce d'une bénévole, Catherine, et qui vient avec plaisir chez nous. Grand plaisir. Donc elle va vous présenter 12 livres. Voilà. Il y en a certains que j'ai mis sur la liste qui n'y sont pas, mais vous suivrez correctement et vous le saurez. Ouais. Eh bien, je te laisse. Eh bien, bonjour, bonsoir plutôt. Merci à tout le monde d'être là, d'être si nombreux. J'espère que cette petite soirée va vous plaire. Je vais mettre tout de suite les choses d'aplomb. Je ne suis pas une professionnelle. J'adore la lecture, je lis beaucoup. Et c'est une passion, un peu plus qu'une passion, mais c'est pas ma profession. Donc si je fais des petits loupés et tout ça, je vous prie par avance de bien m'en excuser. Donc cette soirée qu'on a déjà fait l'année dernière, qu'on refait cette année, c'est sur le thème de la rentrée littéraire. Vous savez qu'il y a une rentrée qui commence au mois d'août, du 14 août à mi-septembre à peu près, où sortent la majorité des romans de l'année, dont tous ceux qui vont être présentés au prix littéraire, le Goncourt, le Renaudot, le Fémina, le Médicis et tous les grands prix littéraires. Donc au mois d'août, il est sorti 484 romans en 2 ou 3 semaines. Et on parle beaucoup de certains, un peu moins d'autres. Donc moi j'ai essayé de vous faire un petit choix où il y a un petit peu de tout, des romans dont peut-être vous n'avez pas entendu parler, d'autres dont on parle beaucoup, pour vous présenter tout ça. Une petite précision, dans la rentrée littéraire, il n'y a pas de romans policiers, ou très peu. Mais comme c'est un genre qui plaît beaucoup, j'en ai quand même trouvé un et qui m'a plu et que j'avais envie de vous présenter ce soir. Donc il y aura un seul roman policier dans tous les romans que je vais vous présenter. Voilà, donc sur les 484 romans, j'en ai lu une bonne cinquantaine. Je vais vous en présenter 10 ou 12 ce soir. Mais s'il y a d'autres romans dont vous avez envie de parler, n'hésitez pas. S'il y a des romans que vous avez lus, que je vous présente et que vous avez un avis, n'hésitez pas aussi à le partager. On est là pour que ce soit une soirée conviviale et pas que je sorte le rôle de maîtresse d'école parce que ça va vite m'intimider. Voilà, donc on va commencer par ce que j'appellerais polar, qui est en fait un thriller psychologique qui s'appelle La mauvaise fille de Dandy Smith. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu passer ou pas. Alors c'est un roman qui paraît assez épais mais qui est très vite lu. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu La femme de ménage dont on avait beaucoup parlé. C'est le même genre de thriller. C'est pas la même auteure, c'est pas la même chose, mais c'est le même genre. C'est le genre de livre qu'on lâche pas du tout. On a envie, dès qu'on termine les chapitres sont courts. Dès qu'on termine un chapitre, on se dit allez, encore de l'autre qui fait que 2 pages, je lis encore un autre avant de partir. Et ça s'enchaîne très très vite. L'histoire, pour faire court, je vous dirai jamais la fin ni des détails, jamais dans aucun des livres. Pour faire court, c'est l'histoire de 2 filles, 2 sœurs qui ont 16 et 13 ans, qui sont chez elles un soir seules parce que les parents sont sortis et quelqu'un rentre dans la maison et kidnappe une des sœurs, la grande sœur. Il reste la petite. Et ils ne retrouveront pas cette grande sœur. Donc il y a toute cette disparition. Et un jour, 16 ans plus tard, toc toc à la porte des parents, la grande sœur revient. 16 ans après. Elle ne veut pas raconter, elle a été traumatisée par cet enlèvement, elle ne raconte rien. Et la petite sœur ne la reconnaît pas franchement. La reconnaît, tout le monde la reconnaît, physiquement, dans ses souvenirs, dans plein de choses, on la reconnaît. Mais la petite sœur a un doute, il y a quelque chose qui ne va pas, ça la choque. Et parallèlement, il y a une autre histoire avec 2 adolescents qui vivent dans un château, élevés par leur oncle, qui est quelqu'un de très... qui les empêche de sortir. Ils sont cloîtrés dans ce château. L'oncle est assez violent avec eux. Et voilà, c'est une autre histoire parallèle. Donc les chapitres s'alternent. Et on se demande pourquoi ces 2 histoires complètement différentes, qui ne sont pas sur le même lieu, qui n'ont rien à voir, où ça va nous mener, à quel moment elles vont se rejoindre. Mais il y a forcément un moment où ces 2 histoires vont se rejoindre. Et ça va de rebondissement, ça tourne dans tous les sens et ça revient. Et on s'y perd pas du tout parce que les personnages sont pas si nombreux que ça. Et c'est vraiment un très bon thriller psychologique. Voilà, il n'y a pas trop de violence,
Il y a pas trop, il y a un peu des morts, mais pas trop. C'est pas du polar, il n'y a pas d'enquête de polar. C'est pas ce qu'on appelle le polar avec enquête, avec voilà, mais ça se lit très facilement et ça détend, ça change un peu. Second roman dont on parle beaucoup en cette rentrée, c'est Je voulais vivre d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, si vous l'avez déjà lu. Vous connaissez peut-être tous Adélaïde de Clermont-Tonnerre. C'est une journaliste qui est spécialisée dans les têtes couronnées et qui est la patronne de la revue Point de vue et Image du Monde. C'est la directrice de Point de vue et Image du Monde. Et c'est une journaliste qui est très connue, qui a fait, ça doit être son 3e roman. Et là, elle a choisi un sujet qui sort complètement des sentiers battus en cette rentrée. C'est l'histoire de Milady de Winter. Vous connaissez ? Voilà, dans Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Il y a le personnage de Constance féminin, et il y a le personnage de Milady. Milady est la méchante, la mauvaise. Et on la voit, mais très peu dans Les Trois Mousquetaires. Je ne sais pas si vous l'avez encore en tête, mais c'est des passages où elle est vraiment... On parle très peu d'elle. Et Adélaïde de Clermont-Tonnerre a choisi de reprendre ce personnage et de tracer sa vie depuis son enfance jusqu'à sa mort. Elle est morte à 25 ans. Et on y croit. Et en lisant ce livre, on se dit, mais Milady de Winter a existé. Elle a existé, cette fille, c'est pas possible. Il y a tellement de détails, tellement de choses, et c'est tellement vivant. C'est un roman qui se passe à toute allure. On s'embête pas une seconde. Ça s'enchaîne, les époques, les actions, tout s'enchaîne. Les moments de la vie d'Anne de Breuil s'enchaînent les uns à la suite des autres. Et c'est passionnant. Et c'est un vrai roman, comme un film, quoi. Il y a vraiment comme D'Artagnan, comme tout ça, il y a tout, il y a les décors, il y a les costumes, tout est dedans et c'est vraiment un moment c'est du grand roman comme il y a longtemps qu'on n'en avait pas lu. Voilà. Un genre complètement différent, un premier roman parce qu'il y a beaucoup d'excellents premiers romans dans cette rentrée littéraire. Et moi j'aime bien découvrir les premiers romans parce qu'on ne peut pas comparer avec d'autres choses et les auteurs mettent souvent un maximum de choses dans leur premier roman pour montrer un peu qui ils sont et ce qu'ils ont vraiment, l'urgence, le sujet qu'ils ont en urgence et qu'ils veulent mettre sur le papier. Alors là, c'est Matilda Di Matteo qui a écrit un roman qui s'appelle La Bonne Mère. Il y en a qui en ont entendu parler peut-être, vous l'avez déjà vu. Alors, c'est l'histoire essentiellement d'une mère et de sa fille. La mère s'appelle Véro, elle a 50 ans. Elle habite à Marseille. C'est une vraie cagole. Elle aime que la panthère, les paillettes et les baskets à semelles compensées. Blonde avec une queue de cheval bien haute. Elle bronze sans laisser de traces sur les calanques dès qu'elle peut. Une vraie cagole. Et elle a une fille qui s'appelle Clara. Et Clara, elle est tout le contraire de sa mère. Et Clara, elle est partie elle a une vingtaine d'années, un peu plus. Elle est partie faire ses études à Paris, sciences politiques. Elle n'a plus l'accent, elle l'a perdu ou presque. Elle est tout à fait une étudiante parisienne comme les autres qui passent ses soirées en terrasse. Elle rencontre un étudiant évidemment en sciences politiques et elle redescend à Marseille. Elle laisse souvent du temps parce qu'elle adore sa mère, la mère adore sa fille, mais la fille a toujours un peu honte de sa mère, sans le dire, parce qu'elle l'aime tellement qu'elle ne le dit pas, mais on le ressent. Elle dit, bon, moi je viens pas ce week-end-là, je viendrai à Noël, et si je viens pas à Noël, je viendrai au jour de l'an, un peu plus. Elle fait toujours un peu reculée pour aller voir ses parents. Et quand elle est avec sa mère, elle a toujours un peu honte que sa mère parle fort. Sa mère, c'est un spectacle, quoi, elle toute seule. Et un jour, elle redescend de Paris avec un garçon pour le présenter à ses parents. Et ce garçon, il ne plaît pas du tout à la mère. De toute façon, la mère était sûre qu'elle allait revenir avec ce genre de type, grand, maigre, de bonne famille catholique. Elle l'appelle le girafon, la mère. Elle l'a poussé comme ça avec son bon cou et avec ses cravates. Ça rime à rien. Enfin, voilà. C'est un roman qui est très drôle. Et c'est rare de trouver des romans drôles. C'est drôle dans le ton, dans la façon de traiter les choses. Mais derrière tout ça, il y a quand même cette relation mère-fille qui est très importante. Et la fille va se retrouver un petit peu coincée dans la relation avec ce garçon. Et la mère va voir des choses que la fille ne voit pas. Et ça va la mère va se rappeler les relations qu'elle a avec son mari, parce que la mère est toujours mariée, avec un chauffeur de taxi qui fait
qui fait essentiellement les nuits. Donc il rentre, il dort sur le canapé, ça tombe bien parce que le chien lui dort sur le lit avec Hugo. Donc c'est pas grave si le mari dort sur le canapé. Le chien s'appelle Pastis. Et dès les premières lignes, dès les premières pages, mais on le commence et on le lit avec l'accent de Marseille. Ça chante la cigale, le soleil, ça sent tout. Et cette mère, elle est exceptionnelle parce qu'elle va tout faire pour sa fille. Alors que la fille, quelquefois, elle tourne un peu le dos à sa mère. Mais là, on se sent un amour maternel énorme, bien qu'elles soient complètes, ces deux femmes complètement différentes et avec plein de choses qui les rapprochent. C'est un roman qui est vraiment très très réussi. Je vous le conseille vraiment. Tous, en fait, je vous les conseille. Hein. C'est voilà. Là, on va partir dans... Nous n'avons rien à envier au reste du monde. Alors sur le bandeau, c'est pour ça que je l'ai laissé, il y a marqué Roméo et Juliette en Corée du Nord. C'est exactement ça. Et on comprend surtout à la fin pourquoi ça s'appelle Roméo et Juliette. Pourquoi cette comparaison avec Roméo et Juliette. C'est l'histoire d'un... C'est tout petit, c'est très court. C'est très court, c'est très vite lu, c'est des petits chapitres. C'est vraiment un roman très, très vite lu. C'est l'histoire d'amour entre deux Coréens du Nord. Et ils sont, on peut se dire, ils sont tous les deux en Corée du Nord, on reste en Corée du Nord. A priori, bon, on sait que c'est un pays qui est totalitaire, mais comme ils sont ensemble, ça ne devrait pas poser de problème. Parce qu'ils ne sont pas de la même caste sociale. Donc la fille était promise à quelqu'un d'autre à un mariage. Le garçon ils étaient amoureux tous les deux. Ils ne peuvent pas forcément se marier parce qu'ils ne sont pas de la même caste sociale. Et derrière cette histoire d'amour qui est décrite, un peu impossible, il y a tout ce qui se passe en Corée du Nord, on le voit raconté derrière, d'après, avec l'histoire des parents, avec l'histoire des beaux-parents, avec l'histoire des gens qui les entourent, de l'armée, de tout ça. C'est toute la Corée du Nord qui est retracée dans cette histoire qui, au départ, peut être soit comme une histoire d'amour, soit comme une histoire politique, pour nous décrire tout le drame qui se passe actuellement en Corée du Nord. C'est vraiment bouleversant de voir que les gens qui vivent là-bas au quotidien, même quand ils sont nés là-bas, même s'ils veulent se marier là-bas, à l'intérieur même si on n'est pas du même milieu social, de la même société, de la même caste, de la même ville, même limite du même immeuble, le même étage, c'est épouvantable. Qu'est-ce qu'elle fait comme travail, la fille? Je sais plus ce qu'elle fait. C'est pas grave. Non, je sais plus. Non, c'est pas grave. Je sais plus, je me suis pas trop intéressée à la profession. Je suis désolée. Je pourrais te le dire si tu veux. Non, non, c'est pas grave. Tu me diras quand tu sors. Bah oui. On passe à un genre différent, aussi un premier roman. Je n'ai pas fait exprès, mais il y en a beaucoup quand même cette fois-ci. Séverine Crescent, Nourrice, qui est édité chez Dalva. Dalva, c'est une maison d'édition dont on ne parle pas beaucoup, donc c'est moins connu que Gallimard, Stock, Grasset et tout ça. Dalva, c'est une maison d'édition qui a vu le jour il y a 4-5 ans à peu près, et qui est tenue par des femmes, et qui ont choisi comme ligne éditoriale de n'éditer que des auteurs femmes. Donc si vous allez chez Dalva, ce sera forcément une autrice. Donc française, étrangère, il y a un peu de tout, c'est des choses un peu disparates, mais c'est que des femmes chez Dalva. Nourrice, c'est un roman qui n'est pas daté. Alors on suppose que ça se passe au 19e siècle, on suppose que ça se passe en France, mais c'est pas daté, il n'y a pas d'endroit. Ça se passe à la campagne, à la ville, il n'y a pas de nom cité. Pour rester un peu vague et pour donner un décor et laisser l'imagination au lecteur pour qu'il devine où il est. Nourrice, on a tous lu dans des romans, on entend parler de nourrice. On a laissé l'enfant à la nourrice, les nourrices et tout ça. Mais qu'est-ce que c'était vraiment une nourrice au 19e siècle? Comment ça se passait? En fait, c'était une véritable industrie. Et là, l'auteur a choisi de nous raconter une histoire, comme un conte. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Sylvaine qui a un enfant et qui va un jour découvrir dans une clairière un enfant abandonné, un bébé abandonné avec un petit carnet qui l'accompagne pour dire qui est cet enfant. Sauf que Sylvaine, elle ne sait pas lire, donc elle ne saura pas ce qu'il y a marqué sur le carnet. Et elle va décider de garder ce bébé avec elle. Et ça va lui faire un enfant, et elle est nourrice. Elle a un enfant de la ville dont elle a en garde. Et l'enfant qu'elle a de la ville va mourir. Elle va le changer pour mettre avec le bébé qu'elle a trouvé, pour laisser une chance à ce bébé trouvé
de mener une vie normale. Et à travers cette histoire de quiproquos, de changement de bébé et tout ça, on va se rendre compte de la vie des femmes à cette époque et des nourrices. Et c'est terrible parce c'était une véritable industrie qu'il y avait. Et les mères, quand elles n'avaient plus de lait, qu'elles n'avaient plus d'enfants, leur mari les forçait à avoir un enfant, quitte à laisser mourir leur propre enfant pour avoir du lait pour nourrir les enfants de la ville et pour gagner de l'argent en ayant les enfants nourris. C'était vraiment terrible. Et le corps des femmes était utilisé jusqu'à leur lait maternel par les hommes pour en faire une véritable industrie. Donc c'est une très belle histoire, un conte, et qui nous apprend plein de choses sur la campagne, sur les enfants abandonnés, sur les enfants qui étaient mis en nourrice, comment ça se passait en nourrice, et sur les enfants des nourrices qui étaient souvent mis à l'écart par rapport aux enfants qui rapportaient de l'argent. Et c'est passionnant et c'est une très jolie histoire. Oui. Un premier roman, encore, Ramsès Kefi, je sais qu'il est à la médiathèque, vous l'avez ici. 4 jours sans ma mère. Ramsès Kefi, il est journaliste. Il était journaliste, il était autodidacte. Au départ, il n'était pas du tout destiné à ça. Il a fait des grandes études, il a quand même fait des grandes études. Il n'a pas trouvé de boulot. Il a été 5 ans manager chez McDo en attendant de... C'est remarquable parce qu'il faut y rester 5 ans chez McDo, c'est pas facile. Et finalement, maintenant, il est journaliste, il y est arrivé, mais au départ, comme il n'avait pas beaucoup d'expérience, on l'envoyait un petit peu partout sur les routes et tout ça. Et il passait énormément de temps dans les trains pour aller d'une région à l'autre faire des reportages. Et pendant qu'il était dans les trains, il s'est dit, je vais écrire un roman sur un petit peu ce qu'était mon adolescence et ma vie. 4 jours sans ma mère, c'est l'histoire d'un garçon qui a 36 ans, qui vit chez ses parents. Ses parents sont tunisiens. Ils sont arrivés en France il y a assez longtemps. Ils habitent dans une banlieue parisienne qui s'appelle La Caverne, où il y a assez de mixité et tout le monde vit en bonne harmonie. Il n'y a pas de problème, on ne parle pas de drogue, de délinquance et tout ça. C'est pas un roman comme ça, c'est vraiment un roman, c'est gentil, quoi. Tout se passe plutôt bien. Et ce garçon, il a 36 ans, mais il vit toujours chez ses parents. Il a fait des études, mais il n'a pas envie de se chercher un travail vraiment. Donc il fait un petit boulot dans un restaurant, il fait la plonge, il travaille un petit mi-temps. Il gagne pas grand chose, il gagne 400-500 euros par mois suivant les mois, s'il se fait un peu d'heures sup ou pas. Mais ça lui suffit parce que c'est de l'argent qu'il dépense en allant voir ses potes à traîner sur le parking de La Caverne. Sa chambre, il a 36 ans, il y a toujours les schtroumpfs sur la tapisserie parce qu'il n'a pas eu envie de changer. Enfin, tout se passe comme ça. Une vie pépère avec ses parents, tout le monde a l'air content, tout le monde va bien. Sauf qu'un jour, il rentre et sa mère, qui est femme de ménage, qui part à la ville tous les matins pour faire le ménage dans les bureaux, sa mère a disparu. Sa mère n'est plus là. Elle a laissé un mot, elle a dit « je pars ». Et elle est partie. Et il se retrouve seul avec son père, avec qui il ne parlait pas. Parce qu'ils étaient toujours tous les trois dans leurs habitudes. C'était la mère qui faisait à manger, la mère qui faisait les courses. Lui, il faisait rien, c'était normal et personne s'en plaignait. Le père, il bossait, lui, il parlait jamais, il se mettait devant la télévision et tout se passait comme ça. Et du moment que la mère a disparu, le père s'est mis en colère. Il s'est révélé quand même en disant mais c'est pas normal, elle est partie, si elle est partie, je quitte mon alliance, je ne veux plus, c'est plus ma femme. Tout de suite, enfin une colère un peu a rayé sa femme de sa vie. Le fils a dit mais c'est pas possible, maman n'a pas pu partir, comment on va faire? Qui c'est qui va... Voilà, il a besoin. Et il va tout faire pour retrouver sa mère. Et comme il ne sait pas du tout ce qu'il a pu passer, il va prendre quelques petits indices qu'il trouve, le chat de la voisine qui passe, 2-3 indices pour mener une enquête, pour arriver à retrouver sa mère et comprendre pourquoi elle est partie. Alors nous on se dit, mais elle a bien fait de partir, très bien, ça les met devant la réalité. Et pourquoi que vraiment, une femme dans une maison, dans une famille, elle fait tellement qu'on voit plus ce qu'elle fait. Il faut vraiment qu'elle parte pour qu'on voit que tout ce qu'elle faisait et que sans elle, ça tourne pas rond. Mais voilà, il faut quelquefois en arriver là, c'est ce qu'elle a fait. Mais il n'y a pas que ça comme raison. Elle est partie aussi pour d'autres raisons par rapport à, je ne vais pas vous raconter, vous verrez ce qui s'est passé. Voilà. Mais c'est très gentil, c'est plein de bons sentiments, c'est plein de... Ce fils, il est à la fois énervant parce qu'on a envie de lui dire oh ouais, bouge pas maintenant avec toutes les études que tu avais, tu peux trouver un vrai travail, tu peux aider ta famille ou tu peux
faire quelque chose plutôt que de traîner sur le parking avec tes potes à 36 ans, ça va à 15 ans, mais pas à 36 quoi. Et voilà, c'est une ambiance très agréable. Alors là, beaucoup moins agréable, beaucoup plus sérieux. La nuit au cœur, Natasha Apana. Vous en avez entendu parler, il est dans beaucoup de sélections des prix, il est pressenti pour beaucoup de prix. Natasha Apana est journaliste, elle est mauricienne, elle a écrit de nombreux romans et celui-ci est juste bouleversant. Quand elle l'a présenté, elle l'a présenté au mois de juin en avance à la presse et aux chroniqueurs. Et elle a simplement lu les premières pages. Donc je vous raconte l'histoire des premières pages. Ça commence par trois histoires de trois femmes qui courent dans la nuit, chacune. Elles courent dans la nuit, une qui dans différentes villes, à différentes époques, à différents âges. C'est trois femmes qui courent. Mais c'est pas des femmes qui courent parce qu'elles font leur jogging. C'est des femmes qui courent parce qu'elles sont poursuivies. Et poursuivies par l'homme qu'elles aiment. Donc c'est l'histoire de ces trois femmes-là. Elle a voulu raconter leur vie, ce qui s'était passé, parce qu'il n'en reste qu'une de vivante aujourd'hui. Et la seule femme vivante aujourd'hui, c'est elle. Elle a failli mourir d'un féminicide. Et sa cousine, dont elle parle ici, qui s'appelle Emma, est morte tuée par son mari. Et elle nous parle aussi d'une femme qui s'appelait Shainez Daoud. Vous avez peut-être entendu parler, car c'était un fait divers dont on a beaucoup entendu parler, qui avait été brûlée par son mari devant chez elle, sur le trottoir. Voilà, donc elle parle de ces trois femmes-là. Et elle raconte surtout, c'est pas tellement le fait qu'elle raconte ces féminicides, c'est qu'elle interroge et elle se livre complètement en disant ces femmes, elles tombent au départ sur des hommes qui leur disent que c'est pour leur bien, qui font plein de choses et puis qui les emprisonnent dans une cage et dont elles ne peuvent plus sortir et qui deviennent après de plus en plus violents par jalousie, par autre chose, par possession, parce que c'est leur chose. Et elle raconte tout ça. Mais ce qu'elle raconte aussi, c'est qu'il y en a plein qui, comme elle a fait, parce qu'elle était jeune, elle est tombée amoureuse d'un homme qui avait 30 ans de plus qu'elle, qui était poète dans son pays, à l'île Maurice, et qui était très reconnu, qui était un professeur très reconnu, donc c'était très gratifiant pour elle d'être en couple avec lui. Et en fait, elle a été sous cette emprise, et il a été violent avec elle, très violent, jusqu'au point où il a failli la tuer. Et elle a réussi à s'en échapper. Elle ne sait pas encore comment. Elle se dit que c'est un miracle qu'elle en ait échappé. Mais elle sait que plusieurs fois, elle a essayé de s'en sortir et qu'elle y est retournée. Et elle se dit, mais le nombre de femmes qui portent plainte, on se pose tous la question. Elles portent plainte, mais après elles y retournent. Elles retournent habiter chez leur mari. Il y en a pourquoi beaucoup qui retirent leur plainte parce que justement elles sont tellement menacées que... Oui. Oui, et il y en a qui retournent habiter vers leur mari en disant au moins pour les enfants, ou au moins pour eux, et qui retournent. Et elle se dit, mais. Et elle essaye d'interpréter et de réfléchir sur ce processus qui fait que elles ont le droit de les aimer quand même. Elles les aiment comme ces hommes qui ont été violents avec elles arrivent quand même à les aimer, elles les aiment quand même. Et est-ce qu'on peut les juger pour ça ou pas, ou est-ce que, enfin, voilà, c'est une réflexion très intéressante sur un sujet qu'elle maîtrise complètement. Et ce qui est très fort, c'est qu'elle a une écriture qui est juste parfaite, littéraire, avec des mots simples, compréhensibles de tout le monde. Mais on sent que chaque mot, elle choisit chaque mot de chaque phrase avec une force, et chaque mot a une puissance et une force. Et c'est un livre qui se lit presque mot à mot, au lieu de lire des phrases comme on lit d'habitude. C'est vraiment chaque mot a son importance pour appuyer cette force. Et voilà. Ce roman est très très fort, et tout le monde devrait le lire, et il faudrait vraiment le conseiller à toutes les femmes, à tous les hommes, à tout le monde, parce que c'est vraiment important de comprendre tout ça, de pardonner aussi, et de comprendre ce qui peut se passer, et qu'on ne sait pas toujours ce qui se passe derrière les portes fermées. Et, voilà. Un premier roman. Fabrice Sanchez, Grand Poisson. Alors j'ai choisi parce que le sujet est complètement... j'avais pas vu ce sujet traité comme ça, de cette façon, en littérature, et Dieu sait que j'en lis beaucoup. Et je trouvais que c'était un sujet qui changeait un peu, parce que dans cette rentrée, là, je vous en ai pas trop apporté, mais on parle énormément de la mer. Tous les auteurs ont parlé de leur mère. Enfin, il y en a, je ne sais pas combien de livres sur la mer, leur mère. Ils sont tous mis à parler de leur mère ou de leur grand-mère. Mais... Grand-mère. Oui.
Franck Bouet, c'est sa grand-mère. Et Grand Poisson, un sujet complètement différent, c'est l'histoire d'une année scolaire d'un prof de lettres en classe de seconde qui fait sa première rentrée, comme les élèves de seconde font leur première rentrée au lycée seconde. Donc c'est tout son parcours, fait de petits paragraphes, c'est des petits chapitres et c'est tout son ressenti et de son vécu par rapport aux élèves, par rapport au personnel encadrant du lycée, parce qu'il a beaucoup de problèmes avec le personnel encadrant qui ne le soutient pas tout le temps, même pas du tout, avec les parents d'élèves, avec tous les conflits qu'il peut y avoir. C'est un lycée un petit peu difficile, mais je pense pas si difficile que ça. Je pense qu'il y a beaucoup de lycées où les élèves maintenant sont comme ça, n'ont plus le respect des professeurs et se permettent des choses avec les profs qui sont un petit peu inimaginables. Et bien, vous avez toute la vie d'une année de lycée là-dedans. Et c'est à la fois drôle, sensible et c'est très intéressant. On voit vraiment ce qui peut se passer dans un lycée, derrière les notes, derrière la réaction des parents qui ne soutiennent pas du tout les enseignants, le directeur d'établissement qui ne le soutient pas non plus, et le nombre de fois où il a failli raccrocher et il tient bon, il s'accroche. Voilà, donc c'est très intéressant, c'est bien et c'est rigolo, c'est vivant, c'est... Haute folie d'Antoine Vauters. Alors là, c'est un conte, carrément un conte, une histoire. C'est un roman qu'Antoine Vauters a mis 15 ans à écrire. Pourtant, il n'est pas gros, hein. Il n'est pas épais. On se dit, c'est pas foulé, hein. Qu'est-ce qu'il a fait de la vie? Des tout petits chapitres, regardez. À chaque fois, c'est des petits paragraphes. Et il a mis 15 ans à écrire ça. Mais si, on comprend. Et en fait, il a mis 15 ans parce que c'était un roman qui, au départ, était très, très sombre quand il a commencé à l'écrire. Et il n'arrivait pas à y mettre un petit peu de lumière. Ça restait très sombre. Alors, c'est bien, les romans sombres, on en connaît, et il y en a qui sont excellents. Mais lui, il a cherché quand même à mettre une petite touche de lumière et un peu de chaleur et de luminosité là-dedans pour que ce soit lisible, sinon c'était vraiment trop sombre. Haute folie, c'est l'histoire d'un bébé qui a un mauvais démarrage dans la vie, qui n'a pas de chance, ses parents meurent dans un incendie d'une ferme. Haute folie, c'est le nom de la ferme, c'est le nom du hameau qui s'appelle Haute folie, mais ce roman c'est de la haute folie, mais moi je dis que c'est de la haute littérature surtout. Et c'est l'histoire de ce petit garçon dont on ne va rien dire, qui va être élevé par son oncle et sa tante, et qui va être élevé dans la campagne, et on ne va pas lui dire qu'il est le fils de... Il va croire qu'il est le fils de son oncle et sa tante, enfin de ses parents, pour lui c'était ses parents. Il ne va pas l'apprendre tout de suite, et on va se rendre compte que même sans qu'on lui dise qui il est, au fond de lui, dans sa peau, dans ses gènes et tout ça, il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il sait qu'il y a un problème, il sait qu'il porte dans ses gènes un passé difficile et un choc et un traumatisme. Et il va le chercher à mettre des mots dessus et à comprendre ce qui ne va pas chez lui pendant tout le roman et toute sa vie. Et c'est juste passionnant, ça se passe uniquement à la campagne. Il va faire des rencontres, il va vivre en ermite parce qu'il ne va pas trouver, donc il va chercher de se retirer complètement du monde pour trouver. Jusqu'à ce qu'il ait les clés, je ne vous raconte pas parce que la fois est superbe, les clés pour découvrir tout ce qui s'est passé, qui il est, ce qu'il est et les gens qui l'entourent. Donc ça se passe dans un hameau, dans la campagne, les décors sont somptueux, les personnages sont juste attachants, trop bien, et c'est merveilleux, et c'est très très bien écrit. Et ça se lit très vite, d'une traite, et c'est vraiment des chapitres courts, c'est des petits paragraphes à chaque fois, et c'est passionnant. C'est vraiment une très belle histoire, c'est un vrai conte. Moi j'aime bien qu'on me raconte des histoires quelquefois aussi, parce qu'il y a beaucoup de romans d'écrivains qui écrivent sur leur vie, il y a beaucoup d'autofiction, mais des vraies histoires de temps en temps, ça fait du bien. Nous sommes faits d'orage, de Marie Charelle. Je ne sais pas si vous aviez lu des choses de Marie Charelle, elle a écrit Les Mangeurs de nuit, c'est un roman que j'avais beaucoup aimé aussi, il y a 2 ans à peu près. Marie Charelle, elle est journaliste au Monde et elle écrit des romans qui sont historiques, c'est-à-dire qui se basent
sur des faits historiques, sur de l'histoire, sur des choses réelles, mais elle y invente une histoire qu'elle met à l'intérieur. Toute l'histoire qu'elle invente, c'est fait avec des petits morceaux de choses qui existent, mais l'histoire en elle-même qu'elle fait n'existe pas. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Là, c'est une histoire qui, au départ, je me suis dit, oh, dans quoi je me suis lancée, parce que c'est un roman dont on parle beaucoup, qui est au prix, qui est dans la dernière sélection du Landerneau, du prix Landerneau, qui est dans plusieurs sélections de prix littéraires. Et ça commence l'histoire par une fille sa mère meurt et lui donne les clés d'une maison en disant, tiens, je te lègue, je suis en train de mourir, je te lègue les clés de la maison. Cette maison est en Albanie, dans un village qui n'a pas de nom, et le village s'appelle le village sans nom, et va là-bas et cherche et trouve Elora. Qui est Elora? Voilà. Donc je dis, oh là là, le truc classique, voilà, au moment de mourir, un legs, soit des gens lèguent des lettres, enfin c'est souvent en littérature qu'on retrouve ça. Et bien pas du tout, ça devient passionnant parce que cette fille, elle prend cette clé dans sa poche, elle part en Albanie, on connaît pas trop l'Albanie, on connaît pas trop, et en fait c'est un pays magnifique, merveilleux, avec des montagnes superbes, une campagne formidable, superbe, et donc elle part en Albanie, mais elle part pas toute seule parce qu'elle sait quand même que c'est un pays qui est un peu dangereux. Donc elle part avec un groupe de marcheurs dans une association, avec un guide qui emmène plusieurs personnes pour marcher dans la campagne, pour se promener, et dans le périmètre, elle demande d'aller dans le périmètre du village sans nom. Et elle va aller là-bas, elle va découvrir des tas de gens qui habitent là-bas depuis des années et des années, et à travers ce roman et cette histoire de cette fille qui cherche cette Elora, on va retrouver toute l'histoire de l'Albanie, la répression, le régime totalitaire qui a eu lieu, et avec plein de détails là autour. On va retrouver tout ce qui concerne le Kanun, qui est une loi médiévale qui a toujours cours en Albanie, avec des lois qui sont complètement ancestrales, mais où deux personnes d'un même village n'ont pas le droit de se marier. Si deux personnes d'un même village se marient, à ce moment-là, la famille du garçon a le droit de tuer quelqu'un de la famille de la fille. Ça va très loin dans la... Ça se pratique toujours. Hein. Oui, le canon se pratique toujours avec des violences incroyables comme ça. Et si le père ne tue pas, c'est le fils qui hérite la charge de tuer quelqu'un de la famille, d'aller tuer quelqu'un en charge du père. Et là-dedans, c'est l'histoire d'adolescents qui ont vécu ensemble et qui étaient très amis et qui se retrouvent partagés avec cette loi du canon, qui se retrouvent... voilà, c'est passionnant et on apprend plein de choses sur l'Albanie d'hier et d'aujourd'hui, et je préfère vivre ici. Voilà. Nous sommes faits de rage. Mais c'est un beau roman, hein. C'est très lumineux, c'est une grande histoire, c'est très beau. Voilà, donc La collision de Paul Gasnier. J'avais pas prévu de vous le présenter, et puis je l'ai terminé hier. En 3 heures. Hein? En 3 heures. Ah non, j'ai passé quand même un peu de temps, et j'ai rencontré Paul Gasnier samedi dernier, donc ça m'a donné encore plus envie. Et Paul Gasnier, il est journaliste, vous l'avez sûrement vu, il travaille au Petit Quotidien sur TMC le soir. Il fait des reportages essentiellement politiques. Il est lyonnais, il est de Lyon. Et La collision, c'est l'histoire non pas d'un accident, il tient bien en terme, il dit que c'est pas un accident, c'est une collision. Il avait 20 ans, il était en reportage ou en stage, je ne sais pas, lui en Inde, je crois, enfin, il était bien loin. Sa mère était prof de yoga, elle avait ouvert une école de yoga à Lyon sur les pentes de la Croix-Rousse. Et elle était en vélo, elle se déplaçait qu'en vélo, elle était un peu écolo avant l'heure. Et elle s'est fait percuter par un motard qui faisait du rodéo, un jeune de 18 ans qui faisait du rodéo, issu de l'immigration et de la banlieue de Vaux-en-Velin, et qui est rentré dedans et qui l'a tué. Sa mère s'est fait tuer dans un rodéo urbain, comme on en voit plein de ces jeunes qui font des idiots en moto. Voilà, donc sa vie bascule, celle de son père, celle de sa sœur, de tout le monde.
Et ça a été très dur pour lui. Et quelques années après, il s'est dit, il faut que je sache, que je comprenne vraiment ce qui s'est passé. Parce qu'il est spécialiste dans les journalistes, il fait beaucoup d'enquêtes dans l'extrême droite et il rencontre beaucoup de gens d'extrême droite. Donc il était évidemment à deux doigts de basculer dans l'ultra droite, parce qu'à Lyon il y a des groupes, il en parle dedans, notamment à Saint-Jean, dans les vieux quartiers lyonnais, il y a des groupes d'ultra droite très violents à Lyon. Et il était à deux doigts de basculer, il avait tout ce qu'il fallait, quoi. Un jeune maghrébin qui tue sa mère et qui se sort, en attendant le jugement, qui se promène à se pavaner partout et qui recommence à faire de la moto. Et sur une moto, il n'avait pas le permis, il n'avait pas de casque, c'était la moto d'un copain qui avait été volé certainement, enfin, le cliché. Et vu l'éducation qu'il avait reçue, il s'est dit, je peux pas, par rapport à ma mère, je peux pas tomber dans ces groupuscules et dans cette politique de vengeance, de haine et tout ça, mais il faut que je comprenne. Et donc il a repris tout le dossier qu'avait son avocat sur ce qui s'est passé. Il a cherché à rencontrer l'assassin de sa mère et il a eu du mal, il n'a pas pu. Il a rencontré sa sœur, par contre, avec qui il a eu une discussion. Il avait la sœur du meurtrier, avec qui il a parlé longuement. Et puis, je ne vous raconte pas, mais un jour, il a pu enfin rencontrer Saïd, le meurtrier de sa mère, avec qui il s'est retrouvé à côté. Et là, je ne vous raconte pas parce que c'est la partie qui m'a plus émue du roman. Ça a été... je ne vais pas vous raconter parce que c'est vraiment ce qui fait la force de ce roman. Il a eu un comportement très intelligent dans sa démarche de faire une enquête et de chercher à comprendre tout ce qui s'était passé. Et dans une démarche à pas rechercher le pardon. On pourrait se dire c'est un livre sur le pardon, mais non, il ne cherche pas le pardon. Il cherche juste à comprendre pour se dire je ne peux pas aller plus loin, c'est bon, moi j'ai fait ce qu'il fallait et ça va s'arrêter là. Voilà, donc c'est tout ce cheminement qu'il a fait autour du décès de sa mère par une collision. Voilà, c'est passionnant, c'est vraiment très bien écrit, c'est très touchant. Il y a des scènes, il y a une scène, j'ai mis toute la journée à m'en remettre. Non, mais vraiment, Non, mais moi je l'ai lu en une après-midi, je pense. Ça On se est, dit vite, on est mais- dedans, on a envie de savoir. Et c'est vrai que son analyse, en fait, elle est juste. Mais c'est bien C'est fort, le c'est lire. très fort. Voilà, C'est très fort ce qu'il a fait. Mais il dit bien, et je l'ai vu en tête à tête, qu'il n'a pas pardonné. Il ne pardonne pas, c'est pas un pardon. Voilà. Il n'a pas encore réussi à pardonner. C'est une Il cherche analyse, pas, en fait. il cherche pas à pardonner parce qu'il sait qu'il n'y arrivera pas. Mais c'est très intéressant. Je vous propose de faire un petit dernier, si vous en avez pas marre. Si vous voulez après que je parle d'autres, si vous avez des titres ou d'autres choses dont vous voulez que je vous parle et dont je n'ai pas les livres ici, c'est possible aussi. Après, moi je vous donne mon avis, c'est que mon avis. Hein. Moi je vous encourage à tous à aller lire et à vous faire votre propre avis aussi, parce que c'est très différent. Sorge Chalandon, le livre de Kels, je ne sais pas si vous connaissez Chalandon. Il a écrit énormément de romans, et notamment les derniers qui ont marqué, c'était L'Enfant de Salaud, L'Enragé. Sorge Chalandon a une enfance un peu compliquée avec son père qui raconte dans L'Enfant de Salaud. Son père était pro-nazi et il l'a découvert un jour c'est sa grand-mère une fois qui lui a dit espèce d'enfant de salaud. Et je dis mais pourquoi on va me dire ça à moi quoi. Et c'est parce que son père était un salaud. Son père était très violent avec ses enfants, notamment avec lui. Et ce roman commence le jour de il avait 17 ans, 18 ans. Il en peut plus de son père qui est violent avec lui, c'est épouvantable. Hein. Le père les faisait lever à 4h du matin pour les emmener dans la rue, faire des stages commando. Enfin, c'était odieux, hein. Ils étaient gosses. Hein. Et à 17 ans, il part. Sa mère qui a jamais été très... vous verrez dans ses romans, elle protège pas tellement ses enfants. Là, elle lui donne un billet de 100 francs dans la poche. Et elle lui dit, vas-y, va-t'en, pars, puisque tu veux partir, pars et je te donne 100 francs pour que tu partes. Donc lui, son rêve, il a 17 ans, 18 ans, c'est d'aller à Tombouctou avec les hippies, fumer du hashish et se vivre avec des foulards et du calumet de la paix et en chantant des chansons Hare Krishna, Hare Krishna.
Sauf qu'avec 100 francs, il va pas aller bien loin, parce qu'il va à la gare de Perrache, il monte dans le train, et puis dans le train, il ne sait pas trop où aller, il va à Paris, direction Paris pour aller prendre un avion pour aller à Tombouctou, mais vous pensez bien qu'il se fait vite détrousser de ses 100 francs, qu'il ne lui reste plus rien, et qu'il se retrouve à la rue. Et pendant 1 an, Sorge Chalandon, c'est une histoire vraie, il a vécu 1 an à la rue, et c'est cette année-là qu'il raconte, où il a les rencontres qu'il a fait, et les mains qui lui ont été tendues pour sortir de la rue. Et notamment, il a rencontré des gens qui étaient fans du Petit Livre de Mao, donc des gens d'extrême gauche, avec qui il a commencé à vivre parce qu'ils lui ont offert un toit, ils lui ont offert à manger, et il a commencé un petit peu à s'en sortir comme ça. Et puis petit à petit, il est devenu le grand Sorge Chalandon qu'on connaît maintenant. Mais c'est raconté comme il sait faire, avec toujours une petite larme au coin des yeux, c'est très émouvant, c'est plein de choses de la rue. Mais moi, ce que j'en retiens surtout, c'est les gens qui lui ont tendu la main, qui ont dit à ce pauvre gosse, allez viens, je t'héberge, allez viens, tu vas prendre un appartement, allez viens, on va t'aider. Et il s'en est sorti grâce à la solidarité et à l'aide de ces gens qui n'oublient pas. Et maintenant, c'est lui qui aide un peu les autres, parce que là, en ce moment, il aide beaucoup François Morel. Je ne sais pas si vous l'avez vu, la grande librairie. Voilà. Voilà. Ils sont très proches, et François Morel n'habite plus chez lui, il habite chez Sorge et chez d'autres amis, parce qu'il ne peut plus habiter tout seul. Voilà, donc c'est tout Sorge Chalandon, c'est excellent. Et celui-ci, c'est vraiment sur une année particulière de sa vie, qui est pleine de rebondissements, d'aventures, de politique, de premières annonces.